tous les jours avec Thomas Hill et avec votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin Alan Petre qui a 26 ans est l'un des rares ingénieurs français à travailler à la NASA. Vous y préparez notamment, je crois, les prochaines missions d'exploration de Vénus. C'est ça, j'ai travaillé sur des projets de sondes sur Vénus qu'on va envoyer dans l'atmosphère de Vénus pour étudier cette planète-là et essayer de comprendre, de la vie non, mais essayer de comprendre comment Vénus en est arrivé là avec des conditions qui sont vraiment extrêmes, une température qui est extrêmement élevée, des conditions de pression aussi élevées. Donc c'est dans les prochaines missions d'exploration de la NASA. C'est la planète qui ressemble le plus à la Terre, Vénus dans le système solaire, non. Dans le système solaire, Vénus, il faut savoir qu'en surface, on est sur 480 degrés en moyenne et une pression atmosphérique de 92 bars, donc 92 fois plus élevée que la pression terrestre. Donc c'est extrêmement hostile, je dirais. C'est seulement dans la haute atmosphère de Vénus qu'on a des conditions qui se rapprochent de la Terre. Sinon, en vrai, dans le système solaire, en termes de planète rocheuse, c'est Mars, la plus proche de nous, avec le plus de ressemblance. On va en parler de Mars parce que c'est donc vous qui avez été choisi, Alan Petre, par France 2 pour incarner son nouveau grand programme scientifique en prime. Ça s'appelle Secret de la science. Et alors, on entend une filiation avec Secret d'histoire, mais c'est pas totalement un hasard puisque c'est le même producteur qui est derrière, Jean-Louis Remilleux. Ça vous fait plaisir, Alan, d'être le Stéphane Bern de la science? C'est un plaisir et un honneur aussi, parce que je connais Secret d'histoire, j'ai déjà regardé, et au-delà de ça aussi, la partie scientifique, j'ai grandi avec C'est pas sorcier, Jamy avec la science sur France Télévisions, donc c'est un plaisir et un honneur pour moi d'incarner ce nouvel élan-là, et surtout aussi de continuer à mettre en avant les sciences, parce que c'est important dans le à vulgariser la science, c'est pas un gros mot, hein. Ouais, aussi à vulgariser, en fait, tout simplement. Oui, c'est vrai que c'est à vulgariser et à en fait, donner un état de l'art de ce qu'on connaît, ce qu'on connaît pas, mais où on en est aujourd'hui en 2026 dans plusieurs aspects scientifiques. Et ce soir, ce sera sur l'astrophysique et l'exobiologie et la recherche de vie extraterrestre dans l'univers. C'est ça. Alors on vous retrouve à l'Observatoire du Pic du Midi pour quelques plateaux. Et alors la partie documentaire, elle est racontée par Jean Reno. Vous l'avez rencontré, Jean Reno, ou pas? Non, pas encore. Pas encore, mais par contre, c'est un très grand fan de Jean Reno, forcément aussi. On a tous regardé des films cultes de Jean Reno, donc c'est vrai que c'était quand même. J'étais quand même assez content aussi de voir que je suis avec lui pour ce projet-là. C'est beau. Et alors c'est vrai que ce premier numéro, il est consacré à une question, alors vieille comme le monde, hein. Sommes-nous seuls dans l'univers? Elle est formidable cette question, mais on se doute bien en regardant le doc que vous n'allez pas nous offrir une réponse définitive a priori ce soir, hein. Parce qu'en soi, on n'a pas une définitive, mais on a des pistes. Et le but de l'émission de ce soir aussi, c'est de montrer au public quelles pistes on a, comment on fait pour chercher cette vie ailleurs. Parce qu'un jour, je pense qu'on la trouvera. Je pense qu'un jour on la trouvera, mais là, on y est proche. En tout cas, on y est proche. 5 à 10 ans. C'est ce qui est dit à un moment dans le documentaire. Oui. Après, dans 5 à 10 ans, on devrait avoir une réponse. C'est ça. C'est les probabilités qu'il peut y avoir. Mais en tout cas, faut savoir qu'aussi, l'univers est tellement vaste que, en termes de statistiques et de probabilités, on est presque sûr, en tout cas, mon avis personnel, c'est qu'on n'est pas seul. Je le sais, j'en suis sûr, moi, maintenant. En tout cas, qu'il y a une forme de vie. Je suis sûr qu'il y a de la vie ailleurs. Parce que, en termes de statistiques, faut savoir que notre Soleil, c'est une étoile parmi les 300 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Notre galaxie, la Voie lactée, c'est une galaxie parmi les plus de 2000 milliards de galaxies dans l'univers observable. Donc juste en sachant ça, on se dit que ce serait limite un peu égoïste et présomptueux de dire qu'on est seul, nous, habitants de la planète Terre, parce que en fait, la seule vie qu'on connaît, c'est la vie telle qu'on l'a connue sur Terre, qui est présente depuis des milliards d'années sur Terre. Mais c'est vrai que chercher ailleurs, c'est aussi chercher quel type de vie il y aura. Est-ce que ça va être des êtres humains comme nous, petits hommes verts, Voilà, est-ce que ça va être, parce que nous, l'imaginaire collectif, on a E.T., les hommes verts, les Martiens, etc., mais on ne sait pas non plus sur quel type de vie on va tomber, et donc c'est ce qui rend la question aussi tout aussi intéressante. Et c'est vrai que moi, en regardant ce grand doc, vous avez réussi à me coller vraiment un doute, notamment dans la dernière partie qui est consacrée donc aux exoplanètes, donc les planètes qui sont en dehors de notre système solaire, et c'est vrai que moi je ne savais pas qu'on en dénombrait comme ça des millions qui ressemblent à la Terre, hein. Et c'est un sacré terrain de jeu pour les scientifiques d'aller chercher les ressemblances qu'il peut y avoir dans les conditions possibles pour la vie. Ça, c'est ma partie préférée. Honnêtement, la partie exoplanète, la partie chercher des
d'étudier les systèmes planétaires, les autres systèmes planétaires ailleurs de notre galaxie à nous. Là, aujourd'hui, on a confirmé la présence de plus de 6000 exoplanètes dans notre environnement galactique, donc pas très loin de nous à l'échelle de la galaxie. Et c'est vrai qu'il y a cette traque depuis 1995, donc c'est évoqué aussi dans le documentaire. Il y a 2 scientifiques qui ont découvert la première exoplanète qui orbitait autour d'une autre étoile que le Soleil. Oui, exactement, c'était au Observatoire de Haute-Provence, dans le sud de la France. Et c'était un tournant majeur dans cette quête de chercher de la vie ailleurs. Et c'est vrai que ça a découlé sur une découverte de nombreuses planètes ailleurs et des planètes rocheuses, comme vous avez dit, qui sont dans la zone habitable, qui peuvent avoir des conditions qui ressemblent aux conditions terrestres. Donc, une des conditions, c'est d'être ni trop près, ni trop loin de leur étoile. Exactement. Ni trop près, ni trop loin de leur soleil. C'est ce qu'on appelle la zone habitable. Dans le système solaire, il y a 3 planètes qui sont dans la zone habitable. Dans notre système solaire à nous, c'est Vénus, la Terre et Mars. Bon, surtout la Terre qui est vraiment en plein centre. Et le but, c'est de chercher ces zones-là parce que c'est des zones où on aurait potentiellement des conditions les plus propices au développement de l'eau liquide. Parce qu'on a une température qui est ni trop élevée, ni trop basse. Donc c'est cette zone aussi qui est extrêmement recherchée. Et alors, ce qui fait qu'on disait tout à l'heure que peut-être dans les 5 à 10 ans, on devrait avoir une réponse à cette question « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» C'est parce que il y a un immense télescope qui est actuellement en construction au Chili et qui peut certainement nous apporter cette réponse. Exactement. On a des télescopes spatiaux qu'on envoie dans l'espace, par exemple le télescope Hubble de la NASA ou le James Webb, mais on a aussi des télescopes terrestres. Souvent, c'est au Chili, au niveau de l'Atacama, parce que c'est une zone qui est très aride, où on a un ciel qui est très dégagé. Très dégagé et vraiment complètement fou. Et donc, on a des télescopes terrestres, et les prochains télescopes terrestres, les prochaines grandes générations, c'est aussi répondre à ces questions-là, totalement. Et une fois qu'on aura la réponse dans 5 à 10 ans, on sait, imaginons, que sur l'une de ces exoplanètes, il y a de la vie. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Alors, faut les contacter. Déjà, c'est ça. Faut envoyer un message. C'est ça. En fait, là, le but, ça va être aussi la partie contact et communication. Déjà, c'est essayer de savoir ce qu'il y en a. Je pense que déjà, juste quand on saura et qu'on sera sûr à 100%, déjà, ça va être un événement planétaire, c'est sûr, parce que de dire qu'il y a d'autres vies ailleurs, ça va être déjà planétaire. Donc déjà, le fait de juste emmagasiner l'information et savoir qu'on n'est pas seul, déjà, ça va prendre du temps. Mais ensuite, ce sera, des phases de communication et pourquoi pas aussi aller les voir un jour, développer un voyage interstellaire si possible. Bon, ce sera dans plusieurs années. Mais ce sera plutôt ces aspects-là pour communiquer avec eux, pourquoi pas, Mais alors, aussi plus près de nous, dans notre système solaire, alors il n'y a sûrement pas d'extraterrestres, ça a priori on en est convaincu, mais il y a quand même peut-être de la vie. Moi, c'est ce que j'ai appris dans votre doc. Il y a de l'eau et il y a peut-être même des poissons. C'est ce qu'on découvre dans Secret de la science. Sommes-nous seuls dans l'univers ce soir sur France 2. Et on va continuer à en parler dans un instant avec notre invité Alan Petre. Tout à l'heure. Europe 1, 10h, 11h30. Culture Média. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être là pour la suite de Culture Média. Dans un instant, nous recevrons Audrey Dana et Mickaël Gregorio pour Love Dating, le roman photo d'Audrey Dana, avec bien sûr les anecdotes croustillantes d'Anissa Haddadi. Mais bien sûr, restez pour ça, évidemment. Mais on est toujours avec Alan Petre, ingénieur de la NASA, pour Secret de la science. C'est à voir ce soir à 21h10 sur France 2. Et alors, je le disais, beaucoup plus près de nous, dans notre système solaire, il n'y a sûrement pas d'extraterrestres, mais il y a peut-être quand même de la vie, notamment dans une lune de Jupiter qu'on a appelée Europe. Elle est recouverte de glace, mais sous la glace, il y a un océan salé, donc peut-être des poissons. Exactement. En fait, c'est quand on a étudié le champ magnétique du système jovien, en fait, de Jupiter et ses lunes, et particulièrement de Europe, on a repéré au final qu'il y aurait un océan d'eau liquide en profondeur. Donc sous une croûte de glace, on a un océan, donc avec de l'eau, et potentiellement, qui dit de l'eau, dit pourquoi pas de la vie. En tout cas, la vie telle qu'on la connaît sur Terre, elle dépend fortement de l'eau. Nous, on est composé d'eau. C'est très important pour. Donc on bosse sur un robot pour aller fouiller ça. Exactement. Donc la NASA, d'ailleurs, le centre de la NASA à laquelle j'ai travaillé, c'est le JPL, qui a lancé une sonde qui s'appelle Europa Clipper et qui va arriver vers Europe d'ici 2030 pour étudier justement cet océan. Et le but, ce sera aussi à terme d'envoyer un robot pour étudier cet océan et essayer d'aller voir est-ce qu'il y a de la vie dans cette lune de Jupiter, exactement. Ouais, c'est toujours un peu long, ces voyages, parce que c'est pas juste à côté de chez nous. C'est pas juste à côté de chez nous. La distance Soleil-Jupiter, c'est plus de 700 millions de kilomètres. Donc, faut les faire. Faut les faire. Avec une pause toutes les 2 heures, évidemment. Bien sûr, c'est important, bien sûr. Et alors, il y a des milliardaires comme Elon Musk qui rêvent de pouvoir coloniser Mars par crainte qu'un jour la Terre soit invivable, sachant que, vous le dites dans le doc, il n'y a pratiquement pas d'atmosphère sur Mars. Est-ce que ça vous semble plausible, Alan, comme hypothèse ?
Pour aller vivre sur Mars ou pour vivre Faire sur un Mars. hôtel, ouais. comme veut faire Moi, Elon Musk. honnêtement, mon avis personnel, c'est non. Je pense que en soi, en tant qu'être humain, on est fait dans le système solaire, on est fait pour vivre sur Terre. La seule planète qui est faite pour nous, c'est la Terre. Aller vivre ailleurs, non. Étudier les autres planètes pour essayer de mieux comprendre la Terre, nos origines biologiques, géologiques, oui. Mais y aller pour s'installer, je pense pas. Il n'y a pas de plan B, quoi. Il n'y a pas de plan B, parce qu'honnêtement, Mars, si on parle juste de son atmosphère, c'est un sujet aussi qu'on aborde ce soir dans l'émission, l'atmosphère est composée à 96% de CO2. Honnêtement, rien à voir avec l'atmosphère terrestre. Elle est beaucoup plus ténue aussi que l'atmosphère terrestre. Donc, on a des conditions qui sont quand même drastiquement différentes. On a des ressemblances, mais on a aussi des énormes différences. Donc, étudier Mars pour essayer de savoir s'il y a de la vie sur Mars ou s'il y a eu de la vie sur Mars, oui. Par contre, y aller pour s'y installer. Ça, on est quasiment sûr qu'à un moment, il y a eu de l'eau, par exemple. Exactement, ouais. Il y a les robots, d'ailleurs, les rovers qu'on appelle les astromobiles de la NASA ou même d'autres puissances spatiales qui ont été envoyées vers Mars. Souvent, c'est dans des cratères, des anciens deltas, des fleuves, d'anciens fleuves. On sait que. On voit sur les photos les chemins bleus. Exactement, on voit le ruissellement de l'eau quand on voit avec les images des satellites qui sont autour de Mars. Et donc, c'est des informations qui sont importantes parce que nous, en tant qu'êtres humains aussi, on se base sur ce qu'on connaît. Donc, quand on sait que l'eau est importante pour la vie, en tout cas telle qu'on la connaît, on se dit on va chercher de l'eau ailleurs. C'est ce qu'on a fait sur Mars. Et pour répondre aussi à cette question, sommes-nous seuls dans l'univers, vous abordez aussi les observations depuis la Terre, réalisées par des gens qui pensent avoir vu un ovni, qu'on nomme maintenant les PAN, c'est ça, les phénomènes anormaux non identifiés. Et c'est vrai que parfois, on n'a aucune explication. Parfois, il y a des objets, il y a même des phénomènes dans les airs où on n'a pas d'explication, c'est vrai. Et donc, c'est un sujet qu'on voulait aussi aborder, parce que c'est un peu lié au final, un peu à la science-fiction aussi, parfois. Mais c'est des sujets qu'il faut aborder, parce que beaucoup de personnes aussi peuvent avoir des idées par rapport à ça, se dire waouh, j'ai vu quelque chose, est-ce que c'est vraiment un ovni ou quoi. Donc ça nous semblait pertinent d'aborder ça dans l'émission de ce soir. Beaucoup se disent aussi qu'on nous cache des choses, que la NASA notamment nous cache des choses. Vous qui êtes bien placé à la NASA. En soi, c'est faux. En soi, la NASA, c'est une agence spatiale fédérale publique, comme ce qu'on peut avoir en France avec le CNES ou avec l'agence spatiale européenne. Ils sont pas en mesure de cacher des choses au grand public. En soi, il y a des choses qu'entre guillemets qui cachent, mais qui sont sans doute liées à l'armée américaine. Et c'est ce qu'on fait aussi nous en France et en Europe. Ce qui est secret défense, c'est secret défense. Oui, bien sûr. Donc tout ce qui est scientifique, toutes les avancées scientifiques, tout est public. Et donc tout est disponible sur Internet. Donc ça aussi, c'est important de le dire, qu'au final, non, il y a vraiment rien qui est caché, quoi. Vous, quand vous étiez petit, Alan, vous croyez aux extraterrestres, à tout ça ? Oui. Ouais. Vous avez cette conviction en vous, quand même. Je croyais, depuis que je suis petit, depuis que je me suis rendu compte d'à quel point l'univers est gigantesque, je me suis dit, mais en fait, c'est tout simplement impossible qu'on soit seul. Des extraterrestres type E.T., non. Par contre, de la vie ailleurs, sous quelle forme, je ne sais pas. Est-ce que ce seraient des êtres humains et ce seraient des mégalodons dans les océans, je ne sais pas, mais de la vie ailleurs, la planète oui. Pandora, comme voilà, dans... ou planète Pandora, comme dans Avatar. Ouais. Voilà, ça peut. Voilà, en fait, au final, on peut s'imaginer à tout, quoi. On peut penser à tout. Ouais. C'est Le ça qui est cinéma assez... nous a bien aidé aussi. Le cinéma imaginer. aussi, forcément. On a des images. Et donc, en fait, ce côté-là où on peut tout simplement s'imaginer tout ce qu'on veut, quel type de vie peut avoir, ça ouvre l'esprit aussi. On se dit, en fait, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Et ça rend la quête intéressante. Cette quête de vie ailleurs, ça la rend intéressante. Et vous, j'imagine que votre rêve, Alan, c'est de devenir astronaute à terme. Pourquoi pas, ouais. D'aller voir, quoi. J'y pense, ouais. Bon, là, je suis encore trop jeune, mais d'ici 10 ans, pourquoi pas. C'est un bel objectif. Je pense que c'est important dans la vie d'être ambitieux et de toujours de se donner des objectifs. C'est possible, ça se joue sur quoi ? Souvent, une sélection d'astronautes, c'est sur des aspects, ça peut être souvent psychologique, le mental, la mémoire, la manière dont on va s'orienter dans l'espace. Voilà, il y a tout un panel de tests, en fait. Ça prend 1 an et demi, une sélection d'astronautes, c'est extrêmement long. Ouais. Et après, une fois qu'une personne est sélectionnée, là, il y a tout un entraînement en plus pour vraiment pouvoir être apte à aller là-haut, quoi. Et votre rêve, ce serait d'aller où ? Sur Vénus ? Non, alors Vénus, j'ai peur. Vénus, les conditions sont trop extrêmes pour moi. Les 480 degrés en surface, je préfère pas. Par contre, la Lune, s'il y a vraiment une plus-value scientifique, une rentabilité scientifique à vraiment y retourner et y rester, pourquoi pas la Lune, ouais. Et voir la Terre depuis la Lune, ça doit être Ce serait incroyable. Voir un lever de terre, un croissant de terre, incroyable. En attendant, il y a de très belles images dans votre doc ce soir. Secret de la science, sommes-nous seuls dans l'univers, donc présenté par Alan Petre et raconté par Jean Reynaud. Et c'est ce soir sur France 2. Merci beaucoup Alan d'être venu ce matin sur Europe 1.